19h sur ESAE Télévision, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a animé une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2020 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement a fait le point de la première phase de la tournée nationale du chef de l'État Patrice Talon, à suivre dans un instant. Vous suivrez dans cette édition le coach international en développement personnel Serge Alogo qui lance un appel aux coachs non seulement à ceux du Bénin mais à ceux de l'Afrique entière afin qu'ils se rejoignent au sein de la Fédération africaine de coaching. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin a procédé à l'ouverture officielle de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens aux côtés des autorités sanitaires béninoises et des autres organismes onusiens ce mercredi 18 novembre 2020 au ministère de la Santé à Cotonou. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. ESAE. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réduction de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et ESAE, c'est l'école des sages. Bonsoir si vous nous recevez. Comme je l'annonçais en titre, le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orunla, a animé une conférence de presse ce jeudi 19 novembre 2020 à la salle Fleuve Jaune du ministère des Affaires étrangères. Le porte-parole du gouvernement a fait le point de la première phase de la tournée nationale du chef de l'État Patrice Talon. Selon le ministre Alain Orunla, la tournée a été l'occasion pour le président de la République de constater l'évolution des chantiers lancés partout dans le pays pour transformer le visage du Bénin. Suivons un extrait de son point de presse. Il est au micro de Jacques Marion d'Almeida et de Jefté Hongay. Les populations ont donc admis que c'était le bon moment, quand bien même nous savons qu'elles avaient soif de rencontrer plutôt leur chef. On ne lui en a pas tenu rigueur et on a compris son sens de la méthode. Je dirais que nous pourrions synthétiser les échanges et le parcours du président de la République pour cette première phase en 2-3 points. Le premier point, c'est que, effectivement, comme je viens de conclure là-dessus, c'était le bon moment. Et ça s'est traduit par l'enthousiasme des populations qui en demandent et qui en redemandent encore. C'était le bon moment parce qu'il y avait des fruits accueillis et les Béninois ont partagé le résultat de ces efforts avec le président de la République. Le deuxième enseignement que je voudrais synthétiser, c'est qu'il y a eu des échanges francs, directs, entre le président de la République et son peuple.
C'est important pour le souligner, pour le mettre en relief. Ce n'était plus un dialogue par fiche interposée, par rapport interposé, par oui-dire. C'était un échange direct, empreint de franchise, je vous l'ai dit, empreint de sincérité. Il n'y a pas eu de démagogie, il n'y a pas eu de promesses. Ce qui était possible à faire a été dit, ce qui n'est pas possible dans l'immédiat a été dit sans tabou. Donc c'est important de le souligner. Enfin, je dirais que cette tournée a permis de percevoir les limites de l'action, c'est-à-dire que, quelle que soit la volonté du président de la République, de son gouvernement, de ses ministres qui ont été salués au passage en même temps que les peuples, les populations, un programme exécuté au pas de charge en si peu de temps, avec les résultats extraordinaires que notre pays a engrangés, reste insuffisant pour venir à bout de tous les défis qui guettent notre pays. Et ces défis doivent être relevés, les obstacles doivent être vaincus et notre pays doit partager le développement des nations. Ces considérations ont tellement été comprises par les populations des localités visitées et permettez que je répète qu'au-delà de ces populations, l'ensemble des Béninois qui ont interpellé le président de la République, qui ont compris le sens de sa méthode et qui redoutent que cette dynamique puisse être interrompue. C'est d'ailleurs pour cela, et vous avez pu le suivre à travers les ondes, que partout où l'on est passé, les Béninois réclament que la dynamique se poursuive et invitent le président de la République à briguer sa propre succession. Le ministre Orunla sur la question des journalistes de savoir si le chef de l'État a pris en compte les doléances de sa population sur le plan social, leur a apporté des clarifications. Suivez plutôt. Est-ce que le président de la République a perçu l'état d'âme des populations ou il s'est contenté de dérouler son programme? Évidemment que le président de la République sait ce que peuvent ressentir les Béninois lorsqu'ils nous demandent de serrer la ceinture. Parce que je présume que c'est à cela que vous vous intéressez. Les Béninois ne sont pas forcément heureux de serrer la ceinture. Les Béninois ne sont pas heureux lorsqu'ils sont sevrés. Le chef de l'État s'est longuement et abondamment expliqué sur la question. Mais il leur a redonné le moral lorsqu'il leur explique comment l'argent qui circule ou qui circulait prétendument circulait à leur détriment, à leur dépens, à leur préjudice. D'une part, parce que c'est de l'argent volé aux Béninois. D'autre part, parce que c'est de l'argent détourné de la finalité de la collecte de nos impôts qui, au lieu de servir dans la construction d'hôpitaux, de salles de classe, d'infrastructures socio-communautaires, etc., cet argent était détourné par une minorité d'acteurs et distribué dans des réseaux familiaux, amicaux ou claniques. C'était de l'argent qui n'allait pas véritablement aux populations et qui ne participait pas au développement de notre pays. Je crois que les populations ont compris cela et en étaient d'autant plus ravis que la destination régulée aujourd'hui de cet argent va vers des infrastructures structurantes qui mettent à l'aise le plus grand nombre. Un hôpital, là où cela manque. Le paiement des salaires du personnel soignant, là où ça manque. Le versement régulier des salaires, on n'en a jamais souffert. La construction de routes, d'autoroutes, l'asphaltage, la construction de marchés,
etc., etc., cet argent va vers des infrastructures utiles à la communauté. Et donc, les Béninois ont compris que cet argent, ce fameux argent qui circulait et qui n'était même pas inclusif parce que ça n'allait pas à tout le monde, eh bien, ce petit sacrifice valait la peine pour construire notre pays. Le président a rappelé que ce sont ces sacrifices, ces concessions, ces efforts du quotidien qui permettent de baliser et de construire le chemin du bonheur. Le bonheur d'aujourd'hui, le bonheur de demain, le bonheur d'après-demain. C'est ces efforts qui permettent que nos enfants, vos enfants, un peu nous, nos petits-enfants, nos contemporains, nos descendants, puissent profiter de ce dont nous avons été privés. Le coach international en développement personnel Serge Alorgo est à Cotonou depuis hier soir pour lancer un appel aux coachs, non seulement à ceux du Bénin, mais à ceux de l'Afrique entière, afin qu'ils le rejoignent au sein de la Fédération africaine de coaching. L'objectif de ce creuset est d'offrir à travers une synergie d'action un mieux-être aux citoyens d'Afrique. Serge Alorgo souhaite à travers la Fédération africaine de coaching qu'ensemble les coachs puissent travailler ensemble à relever des défis qui s'imposent au développement du continent. Interviewé par Abdelkader Achirou, il livre les fondements et son initiative. Suivez plutôt. Je profite de saluer les Béninois et les Béninoises et leur dire que je suis arrivé hier soir et j'ai apprécié l'accueil qui m'a été réservé par la vice-présidente de la Fédération africaine de coaching dans la personne de Edith Marlise de Lise Coaching. Donc ceci étant, pourquoi je suis ici au Bénin? Je suis ici au Bénin parce que d'abord, c'est un pays que j'aime beaucoup. J'aime sa population, j'aime son président, j'aime son gouvernement. Ceci étant, je suis venu pour deux événements majeurs. Le premier événement, c'est le lancement officiel de la Fédération africaine de coaching. La Fédération africaine de coaching, c'est quoi? Elle est née de quoi? C'est sous l'inspiration, sur l'idée de la vice-présidente Edith Marlise de Lise Coaching, dans mon entretien avec elle, dans mes discussions avec elle, parce que très souvent, on discute ensemble. Et elle m'a fait part un peu de ce besoin-là de voir une fédération qui puisse rassembler des coachs. Et j'ai trouvé l'idée séduisante et je me suis donc mis à travailler dessus. Et en travaillant dessus, en collaboration avec elle, bien sûr, et certaines autres personnes, nous sommes arrivés à l'idée de mettre en place une fédération qui ne sera pas simplement une fédération réservée aux Béninois, mais une fédération africaine, ce qui est un événement majeur parce que c'est la première fédération qui va rassembler des hommes et des femmes africains qui aiment le coaching et qui veulent amener le coaching à un niveau jamais atteint en Afrique. Donc, c'est le premier événement qui m'a conduit ici au Bénin. Et cet événement va se dérouler le 21, donc ce samedi à 16h à l'hôtel Paradisia. Donc, tous ceux qui aiment le coaching, vous êtes coach, vous êtes certifié ou vous n'êtes même pas certifié, ou si vous aimez le coaching, je vous invite à venir samedi à 16h à l'hôtel Paradisia. Nous ferons le lancement officiel de notre fédération. Et le deuxième événement qui m'amène au Bénin, c'est le lancement officiel aussi de ma structure, de mon cabinet de coaching. Je vous ai dit que j'ai un amour particulier pour le Bénin et pour l'Afrique. Je l'avais dit lors d'un de mes séjours ici au Bénin, j'avais dit que le fait que je vive en Europe ne m'a pas éloigné de l'Afrique. Je suis un panafricaniste convaincu et je veux œuvrer pour le relèvement de notre continent. Donc, j'ai trouvé qu'il était nécessaire de mettre sur pied une structure de coaching, d'accompagnement, parce que je pense que l'Africain a
reçu de Dieu un potentiel considérable. Mais la grande difficulté de l'Africain, c'est qu'il ne sait pas toujours comment mettre en exergue, comment développer ce potentiel. Et c'est pour cela que j'ai trouvé que le principe, l'idée d'ouvrir un bureau ici au Bénin était un impératif. Donc voilà un peu les deux raisons majeures qui m'amènent ici. Et je me profite de dire que pour le lancement officiel de Leader Coaching, qui est un peu mon cabinet de coaching, ce lancement se fera le 28, samedi 28 à 16h, toujours à l'hôtel Paradisia. Restons avec le coach international en développement, Serge Alorgo. Au cours de son entretien, il a dit que c'est le coaching et sa contribution au développement personnel. Suivons-le à nouveau. Disons que beaucoup de personnes Comment je vais dire ça? Beaucoup de personnes se méprennent sur le mot coaching. On a l'impression que c'est un mot magique, que c'est un mot réservé aux initiés. Un coach n'est rien d'autre que quelqu'un qui vous accompagne et qui vous aide à atteindre vos objectifs. Donc, pour ce qui est de l'Afrique, parce que pour répondre un peu à la question de savoir quelle est l'importance du coaching pour notre continent, pour ce qui est de l'Afrique, vous voyez, beaucoup d'Africains ont une idée, beaucoup d'Africains, je dirais, ne savent pas s'apprécier, ne savent pas se mettre en valeur. C'est ainsi qu'on a le sentiment, quand on écoute les Africains, on a le sentiment que l'Africain, c'est un homme maudit, l'Afrique, c'est un continent maudit et que rien de bon ne peut nous arriver. Et effectivement, quand on regarde un peu nos États et qu'on voit la façon dont nos États sont dirigés, ça tend à nous faire croire que nous ne pouvons rien faire pour changer la donne. Or, le coaching est là pour vous amener, vous, Africains, à prendre conscience que vous n'avez pas besoin des Américains, vous n'avez pas besoin de l'Occident pour développer ce que vous avez reçu. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que si vous regardez aujourd'hui, tous les grands sportifs du monde ont un entraîneur. Donc, vous comprenez donc que pour que quelqu'un puisse se développer, pour que quelqu'un puisse maximiser son potentiel, il est important que ce dernier ait un coach. Donc, le coaching a sa raison d'être, tant pour les hommes politiques, parce que le coaching ne s'adresse pas simplement au commun des mortels, mais le coaching s'adresse aux hommes politiques, le coaching s'adresse aux chefs d'entreprise, le coaching s'adresse au commun des mortels. Donc, je voudrais vraiment que vous puissiez saisir l'importance du coaching. Et je suis ici au Bénin pour vous montrer l'importance qu'il y a à pratiquer cette discipline-là. Et je me tiens à votre disposition si vous voulez avoir un entretien particulier avec moi, parce que vous savez que nous sommes limités. Hein, le journaliste qui me fait cette interview a d'autres chats à fouetter, donc comprenez qu'il ne peut pas passer toute sa journée avec moi, il faut bien qu'il a gagné sa pitance, voyez-vous. Donc c'est pour cela que je ne peux pas m'étendre en long. Donc voilà un peu ce que je peux dire, et je vous dis, ceux qui viendront lors du lancement de la Fédération africaine de coaching et ceux qui prendront leur ticket pour la formation du 28 ne le regretteront pas, parce que honnêtement, je suis très bon et je vous invite à venir m'écouter. Intéressons-nous à présent à la tournée du président Patrice Talon dans les communes. Je vous invite à suivre le compte rendu des étapes de Malanville, Banikwara et Kandi. Pour un président de la République élu pour un mandat de 5 ans, il a pensé à la population donc, de Malanville et il est arrivé, n'est-ce pas, donc, pour être en contact avec les populations donc, de Malanville. Non, le président de la République, je l'ai trouvé vraiment cool parce que au-delà de tout ce que les gens racontaient aujourd'hui, je l'ai vu face to face. Et vraiment, je l'ai entendu directement. Il est sincère, à l'entendre, il est vraiment sincère. Et de par tout ce qu'il a dit, en fait, il a dressé un tableau comparatif donc, du passé et donc du présent. Vraiment, il n'y a pas match. Parce que tout Malanville est en chantier, j'en veux pour preuve. Et les travaux d'addition d'eau
dans l'arrondissement donc de Guéné et l'arrondissement de Tombouctou, pardon. Il y a aussi la construction du stade omnisport de normes internationales à Malanville. Il y a aussi les travaux d'assainissement, il y a les canalisations, tout ça, les caniveaux. Tout se construit actuellement à Malanville. Donc, on voudrait que Malanville soit la vitrine du Bénin par le nord. Donc, et le président a promis, n'est-ce pas, donc, de changer le visage donc, de Malanville. Avec son arrivée, on s'est senti vraiment béninois, on s'est senti vraiment une partie intégrante donc, du pays. À Banikwara, la valeur du travail donne ses fruits au plus grand nombre sans attendre que ce soit le frère douanier, le parent ministre, le frère député qui viennent satisfaire les besoins. C'est vrai, beaucoup de localités, beaucoup de Béninois n'ont pas encore accès à l'eau potable. Mais nous avons presque doublé le nombre de Béninois qui ont accès à l'eau potable. Les marchés, les stades, qui sont des choses utiles pour nos concitoyens. Les cantines scolaires. Quand moi j'étais enfant, on nous distribuait à l'école des conserves, du lait en poudre, pour amener un peu de protéines aux enfants pauvres. Le Bénin n'est pas devenu riche. Beaucoup d'enfants vont à l'école sans manger. Mais nous avons oublié presque totalement ce besoin indispensable pour l'évolution de nos enfants. Les cantines scolaires concernent aujourd'hui plus de la moitié des enfants du Bénin. Toutes ces choses-là, le Bénin est en train de le faire parce que l'argent ne circule plus, mais l'argent travaille. Assoiffé de voir le président de la République. Il y a plusieurs choses qui se réalisent ailleurs et qu'on n'a pas ici. Mais aujourd'hui, quand il est arrivé, il nous a éclairci tout ce qui se passe. Celui qui a faim et qui entend le bruit du pilon, qui sent l'odeur de la sauce mijotée, celui-là, il commence à saliver. Sa bouche se mouille de salive et sa gorge aussi. Est-ce que la plupart de nos concitoyens, est-ce que la plupart de nos communes, est-ce que Kandi ne salive pas déjà? Est-ce que Kandi n'a pas la gorge aussi qui se mouille déjà? Parce que nous observons que dans le pays, les choses se font étape après étape, secteur par secteur, région par région, et qu'il semble qu'il y a une nouvelle dynamique. Qu'il semble que les choses changent dans le pays, que désormais l'espoir est permis. Que ce que nous n'avons pas encore et qu'on observe que ça s'obtient de part et d'autre à un rythme accéléré. Est-ce que cela ne nous donne pas l'espoir qu'en dehors du peu que nous avons obtenu ici, que le gros lot ne manquera pas d'arriver, si ce n'est pas déjà en préparation? Et ça nous montre que quelque chose est en train d'être fait. Pour ceux qui n'ont pas de télévision et ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux et qui ne sont pas informés, je crois qu'ils ont eu l'information de la bouche de la première autorité, de la bouche de l'acteur même au front. Kandi est dans le cœur de Patrice Talon et Patrice Talon est dans le cœur de Kandi. Il a dit, et ce qu'il dit, il le fait. Que Dieu fasse qu'il le fasse. Et nous serons très contents de lui. En tant que femme, l'eau et le marché, vraiment ça me réjouit. Je suis très contente de son arrivée, que Dieu l'aide et qu'il finisse son mandat et continue encore en 2021. Nous le soutenons, nous les femmes de la Liborée, nous le soutenons toujours.
Les ressources financières ont été mises à la disposition des responsables fêtières pour faciliter le rendement des paysans sur le terrain. C'est ce qui ressort du lancement du projet d'accès aux services financiers par les promoteurs agricoles du Bénin. Hier, à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou, Amosso Adjeoda, président de la Chambre du commerce, explique les anciennes difficultés et félicite le gouvernement pour ce noble geste. Suivons cet extrait proposé par Ange-Céline Bovy et Jacques Marion d'Almeida. Sans le financement agricole, on ne peut jamais amorcer le développement de notre pays. Le réel financement, c'était mon combat quotidien de chaque jour dans tous les conseils d'administration de toutes les instances agricoles. Je dis financement. Je ne dis pas financement, subvention pour les projets, mais financement pour notre pays, l'appui de notre pays pour le secteur agricole. Et c'est ça que l'actuel chef de l'État vient de faire. Le premier magistrat de ce pays, l'acteur principal qui maîtrise l'agriculture, qui vient de nous écouter et qui a doté FNTA de 100 milliards. Le jour où moi j'ai appris la nouvelle, j'étais épaté, j'étais content, je dis c'est fini. Les paysans sont libérés de leurs difficultés. Nous sommes libérés parce que les projets et programmes, c'est vrai, travaillent beaucoup pour nous, mais quand l'argent est pour nous-mêmes, nous allons lui donner une direction. La direction, le premier magistrat vient de le donner. Il dit qu'il donne 100 milliards. Il ne s'est pas arrêté seulement sur le financement. Il dit les 100 milliards, je prends ces 4 milliards pour le refinancement des banques et microfinances. C'était une bonne nouvelle. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il dit, je prends 35 milliards de 100 milliards pour constituer le fonds de garantie. Parce que la plupart des producteurs que nous sommes, nous n'avons pas les garanties nécessaires pour soutenir les crédits dans les banques et dans les microfinances. Donc il prend les 35 milliards. Regardez ce magistrat qui maîtrise l'agriculture depuis qu'on est là. Et c'est la première fois dans l'espace d'un mois qu'un chef d'État donne 100 milliards pour l'investissement dans l'agriculture, non seulement la subvention, mais pour le guichet 3, pour lesquels je militais toujours. Et si nous n'avions pas une agriculture structurée pour s'occuper suffisamment des cultures vivrières, les deux chocs que nous avons reçus, la fermeture de la frontière et le coronavirus, auraient pu mettre à mal notre économie. Mais le ministre de l'économie et des finances reconnaît que le travail qui a été fait au niveau de ces filières conventionnelles, les filières vivrières, a permis de réduire sensiblement les importations alimentaires, de diversifier la balance des exportations et de fouetter le produit intérieur brut. Mais ce n'est pas suffisant. J'aurais souhaité qu'au niveau de la pêche et de l'aquaculture, il y ait des ambitions. On a fait des dragages ici et là. Il y a de l'espace vide. Il faut plonger les cages, mettre des alevins, donner à manger, et puis 6 mois après, on récolte. Nous avons des cours d'eau dans lesquels on peut encore faire cette activité. Nous avons d'autres régions, on peut même construire des bassins chez nous pour avoir un peu de poissons et limiter les importations. Au niveau de l'aviculture, beaucoup de chemin reste encore à faire. Et il y a des acteurs qui sont capables de consommer. Rien que la production du riz, pour laquelle nous avons pris des engagements pour aller à 1 million de tonnes d'ici 2 campagnes. On fait comment? Vos seuls dabas ne suffisent plus. Nous devons avoir des tracteurs, des motoculteurs. Nous devons faire la coupe du riz à la machine et faire le battage non plus à la main et au tonneau, mais mécanisé. Et ça, il y a des ressources pour ça.
Je voudrais peut-être à partir de cette tribune indiquer qu'il y a plein d'opportunités que les gens se refusent de saisir. Ce n'est pas je vais prendre l'argent, acheter et revendre après 3 mois qui est une forme d'économie. Non, ce n'est pas stable. C'est ceux qui rentrent dans la production qui donnent la garantie à l'État que nous sommes dans une économie stabilisée. Nous devons l'être. Je compte sur vous. Je vous remercie. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage, Gaston Dossoui, quant à lui, a demandé de varier les productions, d'innover, tout en leur garantissant la subvention pour l'acquisition de matériel nécessaire pouvant leur servir d'accroître le rendement. Suivez-le. Vous qui voulez produire même du fourrage, vous qui voulez faire n'importe quelle activité dans le secteur agricole et qui avez besoin de ressources, il y a une possibilité maintenant. Elle n'est pas la seule, mais elle est soutenue par l'État, elle est soutenue par le gouvernement. Il faut saisir. Ne laissez jamais dormir ces ressources-là, car Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Si nous consommons ça en 2 ans, le gouvernement du président Talon mettra encore des ressources à place pour abonder. C'est pourquoi c'est le rythme auquel nous allons exprimer cette demande. Les procédures que nous allons suivre, les chemins les plus courts pour ne pas avoir encore trop d'intermédiaires entre le demandeur et la banque, c'est ces choses-là que nous devons utiliser aujourd'hui pour aller vite au financement de l'agriculture. Oui, chacun de vous a fait des efforts, a fait des sacrifices pour engager l'exploitation, son exploitation. Mais si vous avez un peu confiance en vous-même et que vous pouvez valoriser ces efforts en allant vers des prêts à taux bonifiés, vous allez faire 3-4 fois l'accélération et le pays ne peut que mieux s'emporter. En vérité, on parle de 100 milliards mis en place. Oui, c'est ce qui en cache. Mais la réalité, c'est quoi? Sur les 35 milliards de garanties, les 35 milliards représentent la garantie en cash. Et ne couvrent que le tiers de 100% de garantie. Voyez-vous? Et les autres 2 tiers sont à la signature. Ce qui veut dire qu'en réalité, il y a quelques 65 milliards encore là qui restent effet de signature complété à ce qui est physique. Ça fait déjà près de 165 milliards pour lesquels l'État s'est engagé. Ce n'est pas rien. Ce que je voudrais ici vous demander, président des fêtières, c'est porter vous-même l'évangile à tous vos membres. Expliquer, exposer la question et susciter des vocations au niveau de vos vendants pour qu'ils puissent accéder à ces financements. L'État fera son travail. À compter de ce jour, il y a des spots qui vont passer. Il y a des capsules qu'on va tourner. Il y a une sensibilisation qu'on va faire. Un déplacement par département sera organisé avec le ministre des Finances et d'autres ministres lorsqu'on arrivera dans les régions où ils sont un peu libres pour apporter la voix du gouvernement. Les cadres techniques qui sont ici seront appelés à contribution pour apporter l'explication. Les fils du terroir vont le dire dans les langues pour que les parents y croient maintenant. Ce n'est pas une question électoraliste, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de développement. Et le point où nous sommes arrivés aujourd'hui, il est nécessaire que tout ce que nous pouvons appuyer ici et là pour que la mayonnaise lève, nous devons le faire. Je ne suis pas à l'aise chaque fois quand je rencontre le chef de l'État qui dit « J'étais prêt à mettre beaucoup de ressources dans l'agriculture, mais vous ne savez pas demander, vous n'avez pas d'ambition, vous ne demandez pas gros. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis obligé de mettre les ressources encore ailleurs. » Levons ensemble ce défi-là. Relevons ce défi ensemble. Allons à des financements. Allons avec des dossiers suffisamment travaillés, bancables, qui nous représentent.
Il est possible de faire de petits pas réguliers pour aller vers le sommet. C'est ce à quoi je vous invite pour dire, nous allons gagner, nous allons faire bouger toutes nos filières. Sensibiliser les populations, le personnel de santé et les décideurs à adopter les meilleures pratiques afin d'éviter l'apparition des résistances aux antimicrobiens. La représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin a procédé à l'ouverture officielle de la semaine mondiale pour un bon usage des antimicrobiens aux côtés des autorités sanitaires béninoises et de deux autres organismes onusiens ce mercredi 18 novembre 2020 au ministère de la Santé au Bénin. Pour le compte de l'édition 2020, les acteurs à divers niveaux sont invités à s'unir pour préserver les antimicrobiens. Jusqu'au 24 novembre prochain, plusieurs activités seront organisées dans le but d'interpeller la conscience des uns et des autres à une utilisation rationnelle et efficiente des antimicrobiens. Dr Enayon Petas Akogbeto, directeur de cabinet du ministère de la Santé, a exposé l'intérêt de la lutte contre ce phénomène. Cette célébration ne passera pas inaperçue au Bénin car elle s'inscrit dans les 5 objectifs stratégiques du plan d'action national mondial, du moins, adopté par la tripartite OMS, OIE, FAO pour combattre la résistance aux antimicrobiens. La résistance aux antimicrobiens survient lorsque les bactéries, les virus, les champignons et les parasites résistent aux effets des médicaments, ce qui rend les infections courantes plus difficiles à traiter et augmente le risque de propagation des maladies, de formes graves des infections et de décès. Les antimicrobiens sont des armes essentielles pour lutter contre les maladies chez l'être humain, les animaux et les plantes. Et ils comprennent les antibiotiques, les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires. De multiples facteurs, parmi lesquels l'usage abusif ou excessif des antimicrobiens chez l'homme, l'animal et les plantes, ainsi que le manque d'accès à l'eau potable, ont amplifié la menace que représente la résistance aux antimicrobiens dans le monde entier. Cette résistance aux antimicrobiens a rendu les infections plus difficiles à traiter et entraîne des dommages aux patients avec une prolongation du temps d'hospitalisation des malades, une augmentation de la charge financière pesant sur les familles et la société, ainsi qu'une hausse de la mortalité globale. Selon les projections scientifiques, si rien n'est fait d'ici à 2050, la résistance aux antimicrobiens, notamment aux antibiotiques, pourrait entraîner 10 millions de décès chaque année. Je voudrais rassurer les uns et les autres que le gouvernement du Bénin veillera, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, à la mise en œuvre du plan d'action national pour combattre la résistance aux antimicrobiens et renforcer la mise en œuvre des mesures de prévention et de contrôle des infections. Le rideau est tombé cet après-midi sur l'atelier de renforcement de la préparation et de la riposte contre la Covid-19 au point d'entrée terrestre entre le Bénin et le Togo. Pendant 3 jours à Grand Popo, les acteurs impliqués dans la lutte contre la pandémie des deux pays limitrophes ont réfléchi sur la mise en place d'un mécanisme pouvant permettre de contenir la propagation du virus au poste frontalier. La rencontre s'est déroulée sous l'égide de la représentation de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Bénin et de ses partenaires, l'Organisation ouest-africaine de santé OAS et l'Organisation internationale pour la migration OIM. Dr Isiaka Sombi, représentant de l'OAS, et Laurette Honsounou, représentante de l'OIM, souligne le bien fondé de l'atelier de Grand Popo. Chers participants, l'importance de la présente rencontre n'est plus à démontrer pour vous
car vous êtes au front depuis le début de la pandémie pour identifier, proposer, mettre en œuvre et évaluer les interventions basées sur les données factuelles pour permettre à nos pays de contrôler la pandémie et les autres maladies à potentiel épidémique. Notre présente rencontre va nous permettre, après l'analyse de la situation, de proposer un plan d'action d'intervention efficiente, adapté à nos contextes, pour réduire donc ce risque de transmission de la maladie, pour faciliter donc la libre circulation. Cette présente rencontre rentre également dans les orientations que les ministres de la Santé ont données à l'OAS lors de la réunion ministérielle donc, du 14 février 2020 à Bamako pour faire face à la pandémie Covid dans notre sous-région. Il s'agit de renforcer la coordination, la communication et la collaboration entre les États membres, d'améliorer la surveillance et la gestion des mesures aux points d'entrée, air, terrestre et mer, d'entreprendre une communication pour s'assurer que nos populations reçoivent les informations adaptées, appropriées et à temps autour de la pandémie, mettre en œuvre des mesures robustes pour assurer la disponibilité des produits médicaux nécessaires, incluant le matériel de laboratoire, de protection individuelle et de prise en charge des patients. Les conséquences de cette maladie ne sont plus à démontrer. Il fait arrêter toutes nos règles de base, la libre circulation des personnes et des biens. Et dans un contexte de réouverture progressive des frontières, il sied de prendre toutes les mesures pour éviter un accroissement et une contamination massive de nos populations. L'OIM réaffirme son engagement à accompagner les gouvernements aussi bien du Bénin que du Togo dans la lutte contre le coronavirus. Présentation d'expositions d'art sur la culture de l'excellence malgré la Covid-19 le 13 novembre 2020 à la Maison des médias de Cotonou a changé de couleur à l'occasion de l'exposition d'art sur la culture de l'excellence malgré la Covid-19. Le vernissage qui fait transiter Fortuné Sosa du monde des médias et celui des artistes. Carles Kitomé était témoin du vernissage. Voici son reportage. J'ai pas osé qualifier d'art coutumier. Le journaliste Fortuné Sosa a franchi ce 13 novembre 2020 le pas qu'il installe au rang des artistes par le biais du vernissage de cette exposition acrostiche à double sens. À l'aéroport Cardinal Ganti, il m'a été intimé l'ordre de me mettre en auto-isolement à cause de la progression du coronavirus. Cela a été un moment très pénible pour moi. C'est au cours de ces 14 jours d'autoconfinement que, conscient de la gravité du mal, j'ai commencé à réfléchir à ce que je peux faire pour contribuer aux actions de sensibilisation de la société. À la date de mon anniversaire, je découvre sur les réseaux sociaux un acrostiche qui me célébrait sous la plume de mon confrère Henri Morgan. Le parrain de l'exposition, Joël Ataï Kedegbe, raconte le début de l'aventure. Fortuné s'est piqué au jeu avec l'acrostiche. En réalité, je l'ai découvert quand il l'a réalisé pour feu Jérôme Adjakou Badou, premier président de l'ODEM, où nous lui avons, est-ce qu'il faut dire succédé, on a continué un peu à œuvrer dans ses pas, dans ses sièges. Et chemin faisant, effectivement, je me suis un peu intéressé. J'ai encouragé comme j'ai pu Fortuné, dont je trouvais l'inspiration redoutable au regard de ce qu'il révélait de chacun des personnages qu'il accrochait. Les acrostiches réalisés par Fortuné Sosa sont visibles et disponibles pour la vente à la Maison des médias Thomas Meillansan de Cotonou jusqu'au 10 décembre prochain. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes sur EZAE Télévision. Bonsoir.